Jean-Philippe Toussaint, merci d'être avec nous pour cet entretien. Ici à Berlin, à la délégation générale de la communauté germanophone de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie, on a souhaité vous avoir et vous voir l'année passée, quand vous avez présenté la clé USB. Malheureusement, la pandémie du Covid-19 nous a quelque peu donné un contretemps. En fait, cette pandémie, comment est-ce que vous l'avez vécue, vous, et quelle était l'influence sur votre travail aussi? C'est assez curieux, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé quelques semaines avant à voir venir le fait que beaucoup de choses allaient être annulées, ce qui s'est évidemment passé. D'ailleurs, une des choses qui a été annulée très vite, c'était ma présence à la foire de Leipzig, la foire littéraire de Leipzig. Il y avait un colloque en Chine, très gros colloque international avec beaucoup de chercheurs qui devait avoir lieu en juin 2020. J'ai tout de suite su que c'était la première chose qui serait annulée. Et puis les annulations sont venues comme ça les unes après les autres. Et en fait, je me suis dit, il faut que je m'occupe, en fait, il faut que je fasse quelque chose. Mais je n'ai pas pu reprendre immédiatement les recherches que je voulais faire sur un troisième volume de ce nouveau cycle bruxellois, de ce cycle européen avec la clé USB et les émotions. C'est ça que j'avais prévu de faire en 2020, faire des entretiens à Bruxelles, rencontrer des gens, réfléchir, imaginer la structure du livre, pour l'écrire plutôt en 2021. Et donc finalement, j'ai écrit tout autre chose. C'est quelque chose qui n'était pas prévu. Bon, maintenant je suis en train de relire cette chose-là. Donc il y a un vrai contretemps, il y a un vrai décalage, mais en même temps, ça a produit quelque chose qui n'était pas prévu. Et peut-être que finalement, à l'arrivée, ça sera peut-être une bonne chose. Je ne peux pas encore le savoir pour l'instant. Le plus important, vous êtes là. Et vous êtes là avec le deuxième livre de votre cycle, c'est Les émotions, Die Gefühle, dans la traduction allemande. Dans ce cycle, vous aviez commencé avec la clé USB, vous venez de le dire. Votre protagoniste, Jean de Trait, ou plutôt Détresse, comment faut-il dire? Le nom vient de la famille, en fait. C'est un nom, c'était le nom de la grand-mère de mon père, et il prononçait de Trait. Donc voilà, donc moi je dis plutôt de Trait, mais c'est évidemment, de nombreux lecteurs ont constaté que ça sonnait aussi comme, enfin on pouvait faire sonner comme détresse, et c'est une belle chose, mais ce qui ne m'était pas moi-même apparu, je ne le souligne pas, et d'ailleurs je n'avais pas remarqué, avant qu'on me le fasse, que des gens le remarquent. Mais bon, voilà, moi j'ai toujours dit de Trait. Jean de Trait, dans la clé USB, il apparaît en Asie. Là maintenant, il est de retour à Bruxelles. Pourquoi ce regard maintenant sur notre capitale? En réalité, c'est vraiment le livre, lorsque j'ai conçu le projet de ce livre, c'était vraiment l'idée de situer un livre à Bruxelles. Et je voulais parler de l'Europe, mais c'était les deux points importants. Je me suis rendu compte que jusqu'à ce livre-là, jusqu'à la clé USB, Bruxelles était totalement absent de mes livres. Alors, il est vrai que j'ai vécu beaucoup à Paris, j'ai fait mes études à Paris, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu en Corse, mais quand même, Bruxelles, c'est la ville de mon enfance. Je vis de nouveau à Bruxelles depuis maintenant presque plus de 20 ans. Donc, vraiment, Bruxelles, ça fait presque... J'ai vécu 40 ans, donc c'est quand même... Et ça n'était jamais apparu dans mes livres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la mort de mon père, en 2013, je me suis dit que peut-être le moment était venu d'évoquer Bruxelles, qui était encore plus sa ville que ma ville. Et donc, j'ai eu envie de parler de Bruxelles. Et donc, évidemment, tout de suite m'est venue l'idée, Bruxelles, l'Europe. Bruxelles, c'est évidemment des souvenirs personnels liés à l'enfance, toute une géographie privée, intime, mais c'est évidemment pour le grand public et pour la plupart des lecteurs, la capitale de l'Europe. Et ça m'intéressait aussi beaucoup de travailler, de faire presque du Berlaymont un vrai personnage. Et donc j'ai beaucoup travaillé, dès lors que j'ai eu cette idée de faire du frère du narrateur un architecte bruxellois. J'ai rejoint encore d'une certaine façon ma biographie, parce que mon vrai arrière-grand-père, c'est Pierre de Groef. Et Pierre de Groef, qui a construit donc un certain nombre de maisons à Bruxelles au début des années du XXe siècle, en fait, le personnage que je décris dans le roman, c'est mon vrai arrière-grand-père. Après, j'ai inventé un fils,
Et j'ai ajouté des éléments romanesques pour parler de l'architecture en Belgique et à Bruxelles, enfin surtout à Bruxelles, finalement dans tout le XXe siècle. Et donc c'est devenu un vrai sujet, l'architecture à Bruxelles, l'Europe et bien sûr aussi des aventures liées, enfin dans ce dernier livre-là, liées à des émotions plus privées. Un novice des institutions européennes, des affaires européennes, apprend pas mal de choses dans les 2 livres de votre cycle. On apprend aussi quelque chose sur les émotions et je me suis posé la question si vous aviez peut-être aussi en tête de montrer en quelque sorte le manque d'affection et d'émotion du citoyen envers l'Europe. Alors en fait, vis-à-vis de l'Europe, ma position était parfois un peu une position d'équilibriste, parce que je voulais à la fois ne jamais être ironique ou moqueur, parce que ce n'est pas du tout ma position de citoyen, c'est-à-dire que moi je suis un Européen convaincu, comme beaucoup de Belges d'ailleurs, enfin peut-être un tout petit peu moins maintenant, mais enfin les Belges ont été parmi les Européens les plus fervents. Donc moi, j'ai toujours été très pro-européen, c'est ma position de citoyen, et donc je ne voulais certainement pas faire me moquer du personnage, des institutions, de ce que cela représente. Mais en même temps, comme romancier, je n'allais pas non plus faire l'éloge angélique de l'Europe. Donc il fallait que je trouve aussi des moments où je pouvais me moquer de certains personnages. Donc j'ai trouvé que, par exemple, dans le dernier roman, dans Les émotions, le narrateur va dans une retraite de prospective et on trouve un personnage dont il se moque un petit peu parce qu'il fallait quand même trouver quelque chose d'un peu qui fasse, pour le romancier que je suis, quelque chose qui soit d'une matière utile et intéressante. Vous l'avez abordé là juste au début de notre entretien. Est-ce que vous avez déjà une idée de la suite? Est-ce que vous pouvez déjà lever un petit peu le voile sur ce qui va venir après les émotions? Alors, en réalité, non. J'ai quelques très très vagues idées, mais je ne peux pas vous en parler encore. Mais ce qu'il y a, c'est que les 2 premiers livres sont parus coup sur coup. Et en fait, je les ai pratiquement écrits ensemble. Donc, j'ai vraiment, c'est dans le même élan, j'ai écrit les 2. Ils ne sont pas parus ensemble. Il y a eu 1 an d'écart en France et en Allemagne aussi d'ailleurs. Il y a 1 an d'écart. Mais c'était un premier souffle. Voilà, il y avait ces 2-là. Et puis, j'ai beaucoup réfléchi à comment le narrateur, qui avait vécu des aventures presque liées à de l'espionnage en Chine dans le premier volume, qu'est-ce qu'il allait en faire quand il allait revenir à Bruxelles. Et naturellement, comme au moment où il revient à Bruxelles, il apprend la mort de son père, et il perd un petit peu de vue ses occupations professionnelles, mais moi, comme romancier, je ne les perds pas de vue, et j'ai envie de poursuivre un peu, de dire qu'est-ce que... Lui, le narrateur, il faut qu'il en parle à ses amis, à ses collègues, à certaines peut-être organisations au sein de l'Europe. Il a quand même observé, découvert des choses un peu bizarres et il a envie de continuer. Moi aussi. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore vers où je vais. C'est en train de fluctuer. Il y a 2 personnes. Il y a un fonctionnaire européen qui est un ami, qui est devenu un ami indien, dont je fais un peu un personnage, presque. Il y a un personnage d'Indien qui s'appelle Viswanathan dans le livre. Viswanathan Ajit Pai. En fait, c'est inspiré d'un personnage réel qui vit à Bruxelles et qui est d'origine indienne. Et lui, il était très amusant parce que quand je parlais avec lui, il avait toujours des idées romanesques. Ce n'était pas du tout le fonctionnaire européen qui est sérieux, qui allait parler que d'institutions. Non, il était enchanté, il dit « Ah, on pourrait peut-être faire ça ». Enfin, il disait presque « On, tous les 2, nous allons peut-être faire ça », etc. Et donc, j'ai un autre ami qui est informaticien, qui m'avait beaucoup aidé sur toutes les histoires de blockchain, les choses assez compliquées, de machines à miner, enfin bon, auxquelles je ne connaissais pas grand-chose. Et lui aussi, il m'a dit, mais si tu veux, on en parle. Enfin, donc j'en suis là, c'est-à-dire que je me donne en gros toute l'année qui vient pour remettre... Bon, d'abord, j'attends que la pandémie se termine complètement. Donc, une fois que le variant indien aura terminé, je vais remettre ça sur l'établi, ou je vais remettre ça sur les rails, et je vais en fait commencer, mais ça va mettre du temps puisque je vais commencer par la documentation, par réfléchir. Donc, il y aura au moins 1 an avant que je me mette à écrire. Et puis, une fois que j'aurai écrit, je mets généralement encore 1 an à relire. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, le 3e volume. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai écrit autre chose. Et cette autre chose va sans doute paraître dans l'intervalle.
Vous utilisez un langage très précis dans vos livres. Est-ce ça votre moyen de stimuler la création d'images dans les têtes de vos lectrices et lecteurs? Oui, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait, vous avez raison de souligner que j'ai une imagination visuelle, c'est-à-dire je vois toujours les choses, mais je précise bien visuel. Alors, beaucoup de gens disent « Ah, c'est cinématographique ». Non, c'est visuel, parce que ces images que je fais apparaître, c'est avec des mots, donc c'est vraiment des moyens de l'écrivain. Mais ça, c'est vrai que c'est toujours, plutôt que d'expliquer, j'aime montrer, faire voir. Donc je montre le personnage dans une situation, ça c'est vraiment comme ça que je fonctionne, c'est toujours comme ça que j'imagine et que j'ai écrit en fait. C'est ce côté très 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 visuel de l'écriture. Alors bon, la précision, le fait d'être précis, c'est beaucoup de travail. Alors il y a une documentation avant, bien connaître les éléments que je vais décrire, et puis après, une fois que j'ai écrit, de tout reprendre, de tout vérifier. Bon, ça fait partie du travail de l'écrivain, et en effet, il faut viser cette précision, et le fait que la phrase, il faut qu'elle soit qu'elle s'impose d'une certaine. Parlons peut-être encore brièvement de votre œuvre traduite en allemand. Vous avez une coopération de longue date avec votre éditeur, qui est aussi votre traducteur. Ça, c'est un peu hors norme, je dirais. Oui, j'ai beaucoup de chance. En fait, Joachim Hunzelt avait commencé historiquement encore du temps où il était encore chez Suhrkamp à traduire l'appareil photo. Donc c'était la première fois qu'il a traduit. Et en fait, après il y a eu des histoires privées de Joachim Hunzelt dans le milieu de l'édition. Mais à partir il a créé sa propre maison d'édition, Frankfurter Verlag Anstalt. Et là, à partir des années 2000, il a commencé à acheter tous les titres de mes livres qui paraissaient. Il a même racheté des titres anciens. Par exemple, La salle de bain, il y avait déjà une traduction allemande, il l'a retraduit en allemand. Et donc, il est devenu vraiment mon éditeur. Et puis, comme vous l'avez dit, mon traducteur. Et c'est tout à fait exceptionnel parce qu'en fait, je suis le seul auteur qu'il traduit. Donc, c'est un éditeur qui est occupé, qui marche très bien dans le domaine allemand, de la littérature allemande, mais par rapport aux auteurs étrangers, il a plusieurs auteurs étrangers, mais il n'a qu'un auteur qui le traduit. Donc franchement, on a une collaboration. Je suis très chanceux d'avoir ce traducteur-là. En plus, même si je ne relis pas les traductions, ceux qui l'ont lu m'ont dit que c'était excellent, enfin très bien fait. C'est un Allemand excellent qu'il avait réussi à rendre cela de façon. Donc ça, c'est très encourageant pour moi et je suis un auteur heureux avec un tel traducteur et tel éditeur en fait. Jean-Philippe Toussaint, je vous remercie pour l'entretien. Merci à vous.